Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième séance de cette séquence nouvelle consacrée au Barbier de Séville de Beaumarchais. Aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer dans la pièce par le paratexte, c'est-à-dire par tout le texte contenu dans le livre qui n'est pas la pièce à proprement parler. Quand on ouvre l'œuvre, on tombe tout d'abord sur les titres et les indications liminaires qui sont à la limite. Donc vous avez deux titres. Le premier, le Barbier de Séville, qui fait évidemment référence à l'intrigue. On a un Barbier Figaro et l'action se passe à Séville. Et puis vous avez un deuxième titre, la précaution inutile. Là encore, on peut imaginer que c'est en référence à l'intrigue, puisque finalement, toutes les précautions que prend Bartholo pour protéger Rosine de la concupiscence de jeunes hommes se révèlent inutiles. Pourtant, la précaution inutile, ça évoque autre chose pour le spectateur du XVIIIe. Parce que la précaution inutile, c'est une pièce qui date du XVIIe siècle, un siècle auparavant, et vous en connaissez l'auteur. L'auteur, c'est Paul Scarron. Paul Scarron que vous avez rencontré dans la séquence que nous avons consacrée à Blason et contre-Blason. Et Paul Scarron va écrire une pièce, La précaution inutile, qui ne va pas rester dans les annales, mais qui néanmoins est extrêmement connue parce que c'est la pièce dont va s'inspirer Molière pour écrire L'école des femmes. Donc quand Beaumarchais met en deuxième titre à sa pièce La précaution inutile, il affirme en quelque sorte qu'il est un héritier de Molière. Et s'il est un héritier de Molière, on peut attendre de lui qu'il ait fait une comédie qui ressemble à la grande comédie du XVIIe. Pourtant, l'indication suivante, comédie en 4 actes, nous indique tout de suite qu'il va s'éloigner au contraire des règles de la comédie du XVIIe siècle, puisque la comédie au XVIIe siècle, c'est comme la tragédie. On a étudié Andromaque auparavant. C'est un spectacle qui se déroule en 5 actes. En faisant 4 actes, Beaumarchais s'éloigne de cette grande comédie. Et il le sait et il s'en moque. J'en prends pour témoin ces 3 lignes qui se trouvent un peu plus loin dans la lettre modérée, dans la préface, où Beaumarchais, répondant à ceux qui l'accusent d'avoir fait un théâtre de basse qualité, puisqu'il n'a pas été fichu de faire 5 actes, « Monsieur, il suit que ma pièce est restée en 5 actes, qui sont le premier, le deuxième, le troisième au théâtre, le quatrième au diable et le 5e avec les 3 premiers. » Ce faisant, il montre qu'il se fiche des critiques et que sa pièce, en 4 actes, finalement, a autant d'intérêt et de grandeur qu'une pièce en 5 actes. Après cette indication, on a la date de parution, 1775. Mais vous voyez que cette date de parution, elle est accompagnée tout d'abord d'une référence à la Comédie Française. La référence à la Comédie Française, le 23 février 1775, c'est le jour où pour la première fois, la pièce est jouée. On parle de la première d'une pièce. Et la première, c'est un moment très important au théâtre, pour n'importe quel metteur en scène, mais peut-être encore plus dans le théâtre des XVIIe et XVIIIe, puisque c'est ce qui va conduire à la réussite ou à l'échec d'une pièce, qui sera ensuite diffusée en papier ou qui ne le sera pas. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Il y a des pièces qui existent avant même d'être montées sous forme de livre. Donc, si elle est représentée, la pièce, à la Comédie Française, c'est que c'est une grande pièce. La Comédie Française, c'est le haut lieu de la représentation théâtrale au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe encore. Aujourd'hui, c'est peut-être plus discutable, encore que. En tout cas, c'est donc une grande pièce, mais tout de suite, Beaumarchais nous indique que sa pièce, elle est tombée sur le théâtre. Alors, le mot « tomber », il relève du lexique du combat. C'est un soldat mort au champ d'honneur, tombé au champ d'honneur. Hein. Donc, d'emblée, il indique à son lecteur, et non pas à son spectateur, les difficultés que la pièce a rencontrées. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une citation pour terminer ces indications liminaires. C'est une citation de Zahir, qui est une pièce de Voltaire. Beaumarchais a une admiration sans borne pour Voltaire. « Et j'étais père et je ne pus mourir.
Alors, si j'étais père, je ne sais pas très bien ce qu'on peut en faire. Par contre, je ne puis mourir. Très clairement, il s'agit d'une référence au fait que la pièce va survivre à la critique. Nous nous intéressons maintenant à la lettre modérée, c'est-à-dire la préface. La préface que Beaumarchais fait à sa pièce, il lui donne un titre, Lettre modérée, sur la chute et la critique du Barbier de Séville. Donc, vous voyez qu'on reprend ici le thème de la chute. Et de fait, Beaumarchais, dans cette lettre modérée, en fait, va s'en prendre au journal encyclopédique, qui est un journal qui va faire une critique absolument violente et assassine de la pièce lors de la première. Donc il va reprendre dans cette lettre modérée tout ce qui lui est reproché, et les points sont nombreux, et point par point, il va montrer que la critique n'a pas de sens, parfois avec un peu de légèreté, parfois avec plus de sérieux. Je vous propose de faire la lecture de ces quelques paragraphes de la lettre modérée, et puis de nous en faire quelques remarques ensuite. L'auteur, vêtu modestement et courbé, présentant sa pièce au lecteur. Monsieur, j'ai l'honneur de vous offrir un nouvel opuscule de ma façon. Je souhaite vous rencontrer dans un de ces moments heureux où, dégagé de soins, content de votre santé, de vos affaires, de votre maîtresse, de votre dîner, de votre estomac, vous puissiez vous plaire un moment à la lecture de mon Barbier de Séville. Car il faut tout cela pour être un homme amusable et lecteur indulgent. Mais si quelque accident a dérangé votre santé, si votre état est compromis, si votre belle a forfait à ses serments, si votre dîner fut mauvais, ou votre digestion laborieuse, laissez mon Barbier, ce n'est pas là l'instant. Examinez l'état de vos dépenses, étudiez le factum de votre adversaire, relisez ce traître billet Surprise à Rose, ou parcourez les chefs-d'œuvre de Tissot sur la tempérance, et faites des réflexions politiques, économiques, diététiques, philosophiques ou morales. Donc, si votre état est tel qu'il vous faille absolument l'oublier, enfoncez-vous dans une bergère, ouvrez le journal établi dans Bouillon avec encyclopédie, approbation et privilèges, et dormez vite une heure ou deux. Quel charme aurait une production légère au milieu des plus noires vapeurs? Et que vous importe? En effet, si Figaro le barbier s'est bien moqué de Bartholo le médecin en aidant un rival à lui souffler sa maîtresse. On rit peu de la gaieté d'autrui quand on a de l'humeur pour son propre compte. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces quelques paragraphes? Tout d'abord, on peut voir que l'auteur se met en scène. Il est vêtu modestement, c'est un pauvre homme, il est courbé, donc de façon très humble. Il présente sa pièce au lecteur, il vient lui offrir, c'est donc un don. On a ici une mise en scène de soi qui relève de la fausse humilité. Et c'est une mise en scène, tout se passe donc comme si la lettre modérée était une pièce de théâtre avant la pièce de théâtre. Avant la pièce de théâtre dans laquelle Figaro va se donner en spectacle, nous trouvons une scénette, S-A-Y-N-E-T-E, c'est-à-dire une courte pièce de théâtre dans laquelle l'auteur se met en scène. Ce que l'on peut le remarquer également, c'est que l'auteur s'adresse directement au lecteur et non pas au spectateur. J'ai indiqué au spectateur, vous pouvez barrer, parce que le spectateur ne voit pas, n'entend pas la lettre modérée. Donc il s'adresse directement au lecteur avec déférence, il lui donne du monsieur, il a l'honneur de s'adresser à lui, il s'intéresse à son quotidien, son estomac, son dîner, sa maîtresse, ses affaires, sa santé, etc. Et pourquoi Beaumarchais fait-il ça? Parce que la pièce a été attaquée. Donc Beaumarchais, ici, s'adresse directement à son lecteur et lui dit, un peu plus loin dans la lettre modérée, qu'il n'accepte qu'un seul juge, le lecteur. Ce qui signifie que, ici, la préface, elle est un texte argumentatif, dans lequel Beaumarchais va essayer de gagner la sympathie de son lecteur, de façon à contrer finalement toutes ces critiques qui lui ont été faites. Vous pouvez remarquer aussi que dans le dernier paragraphe, Beaumarchais annonce ce que va être la pièce. C'est un barbier qui se moque d'un médecin en aidant un autre homme à lui piquer sa maîtresse. Bon. Dit ainsi, l'intrigue n'a pas beaucoup d'intérêt et elle annonce l'intrigue d'une farce. Alors, une farce, c'est un genre théâtral léger qui ne serait pas joué à la Comédie Française. On est dans une petite pièce, pas en taille, mais en qualité en quelque sorte, qui vise à faire rire un point c'est tout et qui souvent emprunte à la grossièreté. Donc ici, Beaumarchais envisage son œuvre avec beaucoup de légèreté, en fait, avec beaucoup d'insouciance.
Et quand on lit Le Barbier de Séville, on se rend compte que s'il y a de la farce à l'intérieur, la pièce peut pas être limitée à cela. Elle a une qualité d'écriture, elle a peut-être un autre but que de simplement faire rire, et elle ne donne pas dans la grossièreté, même si parfois elle peut être grivoise. Que retient-on de tout cela? Eh bien, on retient que Beaumarchais, que ce soit dans la façon dont il annonce sa pièce ou dans sa préface, finalement, il fait preuve de beaucoup de légèreté, d'insouciance, un peu comme si tout ça ne le touchait pas. Et cela nous rappelle quand même beaucoup le personnage de Figaro. Une des hypothèses pour le nom de Figaro, c'est qu'il serait le fils de Caron. Et Caron, vous le savez depuis hier, c'est le nom de famille de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Donc ce serait un valet qui ressemblerait à son créateur ou un créateur qui nous dirait au début de la pièce, dans cette entrée en matière qu'est la préface, cet homme sur scène, ce personnage sur scène, pardon, c'est moi. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, je voudrais vous donner envie d'aller voir un film qui s'appelle Beaumarchais l'insolent, qui est de Édouard Molinaro. Je vous mets ici la bande-annonce et j'espère que cela incitera certains d'entre vous à aller regarder ce film qui est très drôle. Vous aimez Beaumarchais? Oui, c'est un homme loyal. C'est aussi un intrigant. Pour un auteur dramatique, c'est toute qualité. Cet homme est un faussaire et un imposteur dont nous devons purger la société. Vive Beaumarchais! Pour qu'il cesse de s'en prendre au Parlement. Dans mes bras, homme libre. Monsieur, je vous défends. Et moi, je vous attaque. Je dépose une plainte en diffamation. Moi, je dépose votre bilan. Beaumarchais ne sera jamais tout à fait Molière, parce que sa vie l'amuse beaucoup plus que son œuvre. Sans doute ne suis-je pas un auteur véritable. En attendant, je vous suivrai partout. Commençons par ma chambre. Tu sais ce que tu me demandes? De faire ce que tu fais le mieux. Tu es ignoble. Non, mais non, je veux bien jouer la comédie. Préparez-vous à mourir. Le lieu me paraît mal choisi, monsieur le duc. On peut mourir partout et vous allez mourir. Monsieur de Beaumarchais, est-ce une habitude chez vous de quitter les femmes après avoir obtenu d'elles ce que vous désiriez? Quand je paye, oui. Pourquoi m'arrêtez-vous, vous? Intelligence avec l'ennemi. Veuillez, madame, relire cette réplique. Le droit au bonheur, sire. Vous êtes un homme de cœur, monsieur de Beaumarchais. C'est de la mort que je vends. Il ne me reste plus qu'une arme, celle de mes ennemis. Agent secret, vous ne dites rien. Les mots me manquent, sire. C'est bien la première fois. Voilà pour cette bande-annonce. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller voir le film. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la 3e séance de notre séquence. Bonne journée!